Salam alaikum. Bonjour. On se retrouve pour une troisième séance qui va être la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois concernant le recrutement, la formation et la rémunération de la force de vente. Effectivement, la vente n'est pas une tâche aisée. La vente peut conditionner toute la vie de l'entreprise. Elle peut influencer son rendement et par la suite sa pérennité effective. Et donc, on ne peut pas confier la vente à n'importe qui. Il faudrait qu'effectivement notre responsable commercial puisse identifier les personnes les plus aptes à atteindre les objectifs afin de leur confier cette tâche noble qui est la vente. Les responsables commerciaux vont avoir à donner une importance, à accorder une importance, à mettre en place un certain nombre d'outils à la fonction de recrutement. Aussi, la phase de recrutement ou l'étape de recrutement est élément crucial qui passe par un certain nombre d'étapes ou de tout un processus de recrutement. La dernière fois, on a mis à plat la logique du référentiel du commercial. On veut recruter, mais on veut recruter un commercial qui fera quoi? La nature de l'activité va conditionner effectivement le profil recherché. Deuxième étape, c'est la recherche et la présélection, ce qu'on va voir aujourd'hui avec les entretiens et l'intégration. Pour la recherche et la présélection des candidats, deux méthodes extrêmes peuvent être utilisées. Soit le recrutement interne, au sein de l'entreprise, je vais puiser au sein du personnel de l'entreprise afin de créer un mouvement, une évolution de carrière ou une progression, une promotion au niveau du travail et qui permettent effectivement d'identifier un certain nombre de personnes aptes à réaliser les objectifs que nous avons fixés. Deuxième méthode, c'est la méthode de recrutement externe, c'est-à-dire sortir, chercher sur le marché de travail quels sont les profils qui sont aptes à satisfaire les besoins de l'entreprise. Au niveau du recrutement interne, la logique est simple. S'il faudrait que je maîtrise l'organisation de mon entreprise et que je mette en place un système de gestion de carrière, l'un des éléments qui va permettre la motivation de mes commerciaux ou de mon personnel, c'est qu'effectivement, ils vont savoir qu'avec le temps, en fonction de leur performance, en fonction de leurs résultats, ils peuvent évoluer au sein même de l'entreprise, au sein même de l'organisation mise en place au niveau de l'entreprise. Cette organisation va permettre effectivement d'un côté le remplacement du personnel, départ à la retraite, etc. ou turnover. Il y a des commerciaux qui vont trouver du travail ailleurs, mais il y a aussi la promotion interne où un vendeur va devenir peut-être responsable de secteur, responsable de zone, responsable d'équipe et ainsi de suite. Cette méthode est intéressante parce qu'elle permet de créer au sein de l'entreprise un climat favorable et un climat de motivation, un climat positif ou un climat social qui est sain et qui permet effectivement par la suite de pousser les vendeurs, de pousser mes commerciaux à la réalisation des objectifs et même à les dépasser. Deuxième méthode qui est le recrutement externe. Dans ce cas, je vais me poser la question. Quand je cherche à recruter, je vais me dire, j'ai deux choix extrêmes. Soit je cherche un jeune lauréat de l'école, des établissements de formation professionnelle, un jeune qui vient d'être formé, ou un jeune qui va sortir de l'université et qui va effectivement exercer son activité pour la première fois. Ou d'un autre côté extrême, je vais chercher un commercial expérimenté. Dans les deux cas, le raisonnement n'est pas le même. Premièrement, un jeune inexpérimenté implique un salaire qui est faible avec une performance peut-être qui est faible au début, mais qui peut avoir un potentiel extraordinaire d'évolution. De même, un ancien qui a de l'expérience, il pourrait apporter à l'entreprise un dynamisme, une restructuration du punch et une évolution qui est importante pour montrer effectivement qu'il y a toujours des responsabilités ou des postes de responsabilité à pourvoir. La combinaison de ces deux méthodes, effectivement, est utilisée en général au niveau de l'entreprise. Un ancien avec des jeunes qui vont être formés et qui vont être accompagnés au niveau de leur activité. Lors des entretiens ou la décision d'embauche, normalement, ce qu'on reçoit au niveau des entreprises, c'est des CV ou des candidatures spontanées. Demande d'embauche, à travers un CV, nous pousse à analyser ce CV et donc pousse le commercial ou le candidat à élaborer un CV en bonne et due forme, qui permettra effectivement de donner une image fidèle de ses compétences actuelles, mais aussi de ses motivations et de son potentiel à venir. Différentes rubriques vont être analysées. D'abord la formation, domaine de formation,
Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appris? Quelles sont les connaissances qu'il a acquis ou qu'il a accumulées tout au long de son cursus de formation? Mais aussi un certain nombre d'expériences. Dans ce cas, on est sensible à toute nature d'expérience, que ce soit une expérience en termes de stage, du bénévolat, d'organisation, d'implication, du social, etc. Et donc tous ces éléments-là vont nous donner une idée sur le dynamisme de la personne, sur son efficacité, son implication, et donc par la suite sur sa motivation. Une fois les CV analysés, on passe à des tests au niveau des entretiens. On va chercher deux catégories, deux éléments qui nous intéressent. Dans un premier temps, les tests d'aptitude. Est-ce que cette personne est apte à exercer le métier pour lequel il va postuler? Un commercial implique nécessairement un certain nombre de compétences comportementales, techniques, etc., qu'il faudrait nécessairement avoir, qu'il faudrait que je reflète au niveau de l'entretien, que je montre à mon recruteur qu'effectivement je possède cette capacité ou cette aptitude à exercer le métier de commercial. Les candidats dans ce cas vont être soumis à un certain nombre de questions, à des mises en situation et à les pousser à parler, à exprimer, à voir un petit peu leur aptitude à réagir, à convaincre, à expliquer, à justifier un petit peu leur capacité à réaliser ce métier. Et enfin, des tests de personnalité. Les tests de personnalité, ce sont des tests qui permettent de voir un petit peu le comportement de l'individu. Comment il va réagir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sage, qui est posé, qui est modéré? Ou c'est quelqu'un qui s'emporte rapidement? Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il a cette empathie? Est-ce qu'il a la capacité de comprendre l'autre? Est-ce qu'il a la capacité d'écoute? Est-ce qu'il peut se permettre de formuler? Est-ce qu'il est capable de formuler de manière claire sa pensée? Et ainsi de suite. Tous ces éléments-là permettent effectivement d'identifier les aspects techniques, mais aussi le volet comportemental, donc ce qu'on appelle communément les soft skills, qui vont lui permettre effectivement de réaliser son activité dans les meilleures conditions. En fin de compte, on choisira le commercial qui va permettre effectivement d'avoir une combinatoire plus ou moins équilibrée d'un certain nombre d'éléments. Compétences personnelles, des caractéristiques personnelles, des caractéristiques commerciales, mais aussi des caractéristiques techniques. Personnelles, d'abord une bonne présentation, respect des horaires, capacité de communiquer, confiance en soi, optimisme, résistance physique, dynamisme, adaptabilité aux différentes situations, ambition, autonomie, tout un ensemble de caractéristiques qui reflètent la personnalité même du candidat. Seront choisis ceux qui montreront effectivement des aspects positifs et qui sont favorables à l'accès ou à l'exercice de ce métier. Deuxième volet, et qui est aussi assez important, c'est l'aspect purement technique et commercial. Une compétence commerciale est un élément important parce qu'elle va permettre effectivement de montrer des capacités de négociation. Déjà, si le candidat n'arrive pas à négocier son contrat d'insertion ou son contrat de travail, ça nous montre un petit peu que la personne peut avoir des difficultés sur le terrain. Mais attention, ces éléments-là peuvent être compensés lors de la formation ou lors de l'accompagnement du candidat au niveau de la phase d'intégration au niveau de l'entreprise. Enfin, il y a des connaissances techniques qui sont indispensables, maîtrise du produit, avoir une culture générale, les outils, maîtrise des outils de gestion commerciale, maîtrise de l'outil informatique, avoir le sens de l'organisation du travail. Ce sont autant de facteurs, autant de critères qui vont permettre de sélectionner notre candidat ou nos futurs commerciaux. La phase d'intégration, une fois la personne est sélectionnée, une fois le commercial a été, ou les commerciaux, ou l'équipe a été constituée, il faudrait effectivement procéder à une phase d'intégration de ces personnes, un accompagnement du commercial lors de ses premiers pas au niveau de l'entreprise. Certes, les anciens ou ceux qui ont déjà une expérience professionnelle auront moins de difficultés à s'intégrer au niveau de l'entreprise, mais par contre pour les jeunes diplômés, les jeunes lauréats, effectivement trouveront des difficultés. Passant du banc d'école, banc de classe ou banc d'amphi, banc de salle, vers le milieu professionnel, pose des fois des difficultés d'adaptation. Aussi, il faudrait mettre en place un outil ou un système ou un dispositif qui va permettre d'accompagner les nouvelles recrues jusqu'à effectivement qu'ils prennent la main ou qu'ils s'habituent au niveau de l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, la prise en charge ou l'accompagnement de ces commerciaux ne se fait pas uniquement lorsque je recrute une nouvelle personne.
mais aussi lorsqu'il y a des promotions, lorsqu'il y a une évolution de carrière, et donc le changement de poste à poste implique aussi un accompagnement et une facilité pour une facilité d'insertion dans le nouveau milieu de travail. Lorsqu'on réalise les entretiens, on essaie d'identifier un petit peu le potentiel et les caractéristiques de chaque personne. Les entretiens permettent donc de classer les gens, de catégoriser les gens et d'identifier un petit peu leurs besoins en formation. Lorsqu'on réalise l'entretien, ça nous permet effectivement d'un côté de dire voilà ce que vous avez, voilà ce qui vous manque et voilà ce qu'on peut faire pour vous accompagner afin d'avoir ou de développer ces compétences. Dans l'absolu, on peut dire qu'effectivement, lorsqu'on forme les commerciaux, on va les former à ce que chacun d'eux puisse effectivement connaître l'entreprise de manière détaillée, l'esprit de l'entreprise, qu'il s'identifie à cette entreprise, qu'il s'insère au sein de l'entreprise en développant chez lui un esprit d'appartenance à l'entreprise. Il doit connaître les produits, les biens et les services commercialisés par l'entreprise, leur nature, technique, à quoi ils servent, leurs caractéristiques. Ça n'a aucun sens qu'un commercial cherche à vendre un produit sans maîtriser les techniques d'utilisation du produit. Si le produit est simple, ça ne pose aucun problème, mais lorsqu'on parle de produits technologiques, de produits techniques, de machines industrielles, de machines agricoles, il faudrait effectivement que le commercial puisse maîtriser les techniques d'utilisation afin de pouvoir faire des démonstrations même au niveau ou chez le client. Connaître ses clients réels et potentiels. Les clients réels, c'est les clients actuels qu'il va relancer. Peut-être qu'on va lui affecter une zone où il y a déjà des clients de l'entreprise, mais aussi identifier les clients potentiels. Connaître le produit implique connaître les usagers du produit ou les utilisateurs du produit et implique donc de classer cette clientèle par rapport aux objectifs même de l'entreprise. Assurer une veille concurrentielle. Connaître ses produits, c'est bien. Connaître ses clients, c'est bien. Connaître ses fournisseurs, c'est encore mieux. Connaître les fournisseurs, mais aussi les produits pour pouvoir faire des comparaisons, analyse comparative des produits en faisant ressortir les points forts des produits de l'entreprise. Deuxième, élément suivant, connaître l'étendue de ses propres responsabilités. Je suis responsable de quoi? Quelles sont mes prérogatives? Par exemple, tout simplement, en termes de réduction à accorder, en termes de délai de paiement à accorder aux clients. Certains vendeurs vont être sollicités par les clients pour pouvoir allonger les délais, pour pouvoir accorder des réductions commerciales additionnelles. Et donc, tout ceci va permettre effectivement d'inciter le client à acheter, mais pour l'entreprise, pour elle, c'est une réduction de marge commerciale ou de marge bénéficiaire qui vont s'impacter sur ses résultats. Et donc, chaque commercial devrait connaître le degré de responsabilité, le degré de prérogative qu'il devrait avoir lors de la négociation avec les clients. Et enfin, gérer sa relation avec les collègues. Un commercial ne travaille pas de manière individuelle, mais comme on l'a dit, il fait partie d'une force de vente, il fait partie d'une équipe de vente. Et donc, automatiquement, il faudrait qu'il puisse s'intégrer au niveau de cette équipe pour que toute l'entreprise évolue de manière solidaire. Une autre question qui se pose, c'est la rémunération. Certes, je vais recruter des gens, je vais recruter des commerciaux, mais quelle est la grille de rémunération que je dois mettre en place? Un ensemble de questions vont se poser. C'est effectivement comment l'élaborer, cette grille de rémunération. Est-ce que tout le monde va toucher le même montant? Est-ce qu'on va rémunérer les uns en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs résultats, ou en fonction de leur diplôme, en fonction de leur CV? Tout ceci, et c'est des éléments auxquels le responsable commercial, responsable de la mise en place de la gestion de la rémunération, auxquels il faudra répondre. Quels sont les critères de rémunération? Comment tenir compte de la nature du travail effectué? Comment tenir compte de la compétence de la personne? Tous ces éléments poussent effectivement à mettre en place une logique de rémunération qui devrait être motivante et qui doit s'intégrer dans la stratégie même d'évolution de carrière du commercial. La rémunération, de manière simple, de manière schématique, on peut distinguer deux types de rémunération. Une rémunération directe du travail réalisé et une rémunération indirecte. Une rémunération directe, c'est le salaire fixe. Ce que je vais toucher. Le commercial, à chaque fois qu'on va négocier, il va me dire qu'est-ce que je vais faire, mais combien je vais gagner. La rémunération fait partie intégrante des entretiens ou de la négociation lors des entretiens de recrutement. Effectivement, lorsqu'on parle de salaire fixe,
Il y a plusieurs éléments qui peuvent être fixes et qui peuvent être intégrés au salaire. Un salaire de base, mais qui peut augmenter, prime d'ancienneté, etc. Un salaire de performance, en fonction des objectifs, je vais avoir des marges ou des tranches de salaire qui augmentent. Comme je peux avoir un salaire variable qui va compléter le salaire fixe, tel que les commissions, les primes de rendement, etc. Enfin, la rémunération indirecte. La rémunération indirecte peut intéresser le commercial parce qu'elle va lui permettre une certaine stabilité, une certaine condition de travail, un certain confort de vie et qui permettront effectivement d'améliorer les conditions globales d'exercice de son métier. Il peut s'agir de voitures de service, de logements de fonction, de téléphones, d'ordinateurs ou tout autre équipement qui va lui permettre effectivement de s'intégrer ou de mieux réaliser son travail. Il peut s'agir aussi de retraite complémentaire, d'assurance vie, d'assurance maladie complémentaire et qui permettent une meilleure intégration du commercial au sein de l'entreprise. Lorsqu'on met en place une stratégie de rémunération, une politique de rémunération de mes commerciaux, j'ai un certain nombre de contraintes qu'il faudrait respecter. Je ne peux pas me permettre de donner n'importe quelle rémunération, n'importe quelle commission, n'importe quel salaire fixe, mais il faudrait que je tienne compte d'un certain nombre de contraintes. 3 contraintes principales. Et donc, il faudrait que j'essaye de les intégrer dans la logique même de mise en place de ma stratégie de rémunération. Première chose, les équilibres financiers. Il faudrait que je sauvegarde les équilibres économiques et financiers de mon entreprise. Ça n'a aucun sens de surcharger la masse salariale, d'augmenter la masse salariale, d'avoir des charges de rémunération, des charges de salaire ou charges de personnel qui sont très très lourds pour l'entreprise et donc automatiquement qui vont empiéter ou qui vont impacter le résultat même global de l'entreprise. Le maintien de cette masse salariale dans des proportions respectables est une des conditions nécessaires de la pérennité de mon entreprise. 2 autres contraintes doivent être prises en compte. Première chose, un équilibre interne. Il faudrait qu'au sein de mon entreprise, il y ait une logique cohérente, justifiée, légitime des différences de salaire. À travail égal, rémunération égale. À effort égal, rémunération égale. Et donc, plus le salaire augmente, plus l'exigence va augmenter. Et donc, il faudrait que le salarié soit conscient, soit convaincu que notre commercial comprenne un petit peu la logique de calcul du salaire, la logique de calcul des commissions, la logique de calcul des primes pour qu'il y ait un certain équilibre et créer un climat social favorable au sein de l'entreprise. 3e équilibre à garder, à sauvegarder, à mettre en place, c'est l'équilibre externe. Il faudrait qu'effectivement que mes salaires au sein de l'entreprise ne reflètent d'un côté un équilibre interne, mais aussi un équilibre par rapport aux salariés des autres entreprises. Un commercial, il va toujours se comparer avec ses collègues, mais aussi avec les entreprises concurrentes. S'il trouve qu'effectivement ailleurs les salaires sont meilleurs, il va y avoir une fuite de salariés. Et donc, si mes salaires sont beaucoup plus élevés ou mes rémunérations sont beaucoup plus élevées, il va y avoir un déséquilibre et donc j'aurai d'autres commerciaux qui peuvent venir. Mais ça va créer un déséquilibre au niveau du marché de travail. Donc, la logique de mise en place d'une rémunération cohérente va être basée sur les 3 piliers qu'on a mentionnés. Les équilibres économiques, pas de surcharge au niveau des charges salariales, des équilibres internes pour pouvoir avoir une certaine stabilité interne et donc une comparaison logique des salaires en fonction du rendement en interne, mais aussi un certain nombre d'équilibres ou une logique d'équilibre avec les entreprises concurrentes pour que effectivement qu'il n'y ait pas de fuite, pour que je ne perde pas mes commerciaux. En général, pour la rémunération des commerciaux, il y a une logique combinatoire de l'ensemble de ces rémunérations. Il y a toujours un fixe, des commissions et des primes. Et on peut combiner l'ensemble. Certes, s'il s'agit de vendeurs sédentaires, en général, le plus important c'est le fixe et les commissions et les primes sont moins importantes. Alors que lorsqu'il s'agit de VRP, voyageurs, représentants et commerciaux qui sont itinérants, dans ce cas, effectivement, le fixe est faible, mais les commissions qui prennent de plus en plus importantes. Le fixe a l'avantage d'être simple à calculer.
il est indépendant des résultats obtenus. Il est facile pour faire des prévisions de vente. Je pourrais avoir une idée sur le volume, effectivement, de travail de chacun, puisque je sais, effectivement, quelle est la charge de travail de chaque commercial. Elle permet de confier au vendeur des missions autres que la vente. Puisqu'il touche un fixe, il n'est pas uniquement chargé de la vente ou de recevoir des clients. Il se peut qu'il s'occupe du classement, du rangement du magasin, etc. Donc on peut lui confier des activités additionnelles. Mais les commissions sont beaucoup plus motivantes parce que plus je travaille, mieux je gagne. Mieux je gagne ma vie. Plus je travaille, plus ma rémunération augmente. Et donc, c'est au vendeur ou au commercial de gérer son temps de travail, de gérer son organisation afin de pouvoir effectivement développer son activité. Le problème avec les commissions, c'est qu'il y a moins de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Je suis face aux clients, les clients m'appartiennent, font partie de mon portefeuille, et donc des fois, le commercial peut disparaître en emmenant avec lui les commerciaux, si d'autres entreprises lui accordent une commission ou un commissionnement beaucoup plus important. Enfin, il y a les primes. Ces primes, effectivement, permettent de motiver le salarié, de le pousser à atteindre ses objectifs, et donc c'est un élément qui permettra effectivement de satisfaire les besoins des commerçants en termes de rémunération, mais attention, leur calcul est un peu difficile. Il faudrait donc fixer des modalités qui soient simples, compréhensibles et claires pour l'ensemble des commerciaux. En fin de compte, on peut dire qu'effectivement la logique la plus simple, c'est de procéder à des combinaisons entre le fixe, entre les commissions et entre les primes. Les commerciaux sont aussi sensibles à un autre élément de remboursement de frais, un autre élément de rémunération, c'est les remboursements de frais, ou ce qu'on appelle aussi les per diem. Frais de déplacement justifiés, des fois c'est des frais forfaitaires, des fois c'est des frais sur fiche, sur remboursement avec pièce justificative, mais il y a aussi les frais d'hébergement, de vie, de restauration, etc. Tous ces éléments-là permettent effectivement de déterminer une rémunération ou de mettre en place une rémunération qui permet de motiver nos salariés. Dernier point au niveau du management de la force de vente, c'est le fait de mettre en place un système d'organisation et de gestion, de contrôle et d'évaluation de la force de vente. En effet, l'animation de la force de vente n'est pas une chose aisée. Je peux identifier la taille, je peux recruter les gens, je peux mettre en place une grille, mais j'aurai peut-être des difficultés à organiser, à affecter, à réaliser effectivement une gestion opérationnelle de ma force de vente. Le vendeur, lorsqu'il est motivé, est un investissement qui est très important pour l'entreprise parce qu'il va permettre effectivement d'atteindre les objectifs fixés. Deux types d'actions peuvent être mises en place par les entreprises. D'un côté, on distingue les actions de fond et qui permettent effectivement d'avoir une motivation sur le long terme, plan de carrière, évolution, promotion, augmentation, secteur de plus en plus important, portefeuille de plus en plus important, passage d'un produit à l'autre en fonction de l'importance des marges commerciales ou des commissions par produit, etc. Tous ces éléments-là permettent effectivement d'avoir une motivation à long terme. Et enfin, il y a des actions ponctuelles. C'est des actions qui permettent effectivement de motiver, de relancer, de réveiller, de secouer un petit peu les vendeurs ou les commerciaux pour pouvoir atteindre les objectifs et les pousser à atteindre les objectifs à court terme. La combinaison de ces actions permet effectivement de dire que le management, l'animation de la force de vente n'est pas une chose aisée. C'est des éléments sur lesquels les responsables commerciaux vont travailler et vont effectivement déterminer réaliser leur objectif avec les outils à mettre en place de manière claire et identifiée. L'organisation effectivement se base sur un certain nombre d'éléments. D'abord, diviser le travail. Il faut qu'il y ait une division équitable au niveau du travail. Assurer la coordination entre les différentes tâches, des missions. Assurer le bon fonctionnement de la force de vente. Atteinte des objectifs. Tous ces éléments, ce sont le résultat et le fruit d'outils de travail, de tableaux de bord à mettre en place, de répartition efficace en fonction des capacités de chacun et des charges de travail fixées par l'entreprise. Dans notre cas, on peut dire que l'organisation va se faire de manière verticale ou horizontale. Verticale en distinguant entre les responsables et les commerciaux, les chefs d'équipe, etc. Et horizontale, c'est une répartition des tâches entre les différents commerciaux. Par exemple, la répartition par secteur, par produit, par volume de travail, par clientèle, par catégorie, etc.
Dernier élément sur lequel on va clôturer cette séance, c'est les bases de l'évaluation. Une force de vente organisée doit être aussi évaluée. L'évaluation, c'est pas une évaluation a posteriori, c'est une évaluation tout au long du processus. Une évaluation de l'efficacité de l'équipe par rapport à la réalisation des objectifs. Une évaluation continue, au jour le jour, nombre de visites, nombre d'affaires chaudes, nombre de clients relancés, nombre de commandes, nombre de ventes, etc., etc. Évaluation périodique, c'est des réunions mensuelles, hebdomadaires, chaque fin de semaine ou chaque début de semaine, pour pouvoir remettre à plat tous les objectifs qui sont mis en place. Et enfin, différentes méthodes peuvent être utilisées. L'un des éléments les plus importants, c'est la mise en place d'un tableau de bord de suivi de l'activité commerciale. En fonction des objectifs, colonne où je vais mettre effectivement les prévisions et d'un autre côté, les réalisations. Le décalage entre les deux nécessite une explication, une justification et la prise en considération ou la mise en application d'un certain nombre de corrections ou d'actions correctives pour effectivement atteindre les objectifs. Je vous remercie pour votre attention et on arrête cette séance aujourd'hui pour laisser la séance prochaine pour aborder la notion de gestion de temps. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention.